Élisabeth en Bavière voit le jour un 24 décembre 1837 à Munich. Pour son père, elle est son enfant de Noël. Quand elle vient au monde, le foyer est déjà composé de 2 autres membres, Ludwig et Hélène. Un 3e enfant, entre les 2 premiers, Karl, décédera à moins d'1 an. Ses parents sont tous 2 d'une grande lignée. Son père, le duc Maximilian en Bavière, est issu de la famille cadette des Wittelbach, très proche par les alliances de la famille régnante sur le royaume de Bavière depuis 700 ans. Il recevra plus tard le titre d'Altesse royale de la part de son beau-frère, le roi Ludwig Ier. Il épouse, à la demande de son père qui voulait réunir différentes branches de la maison Wittelbach, une personne d'un rang supérieur, l'archiduchesse Ludwika de Bavière. Cette dernière aurait préféré une destinée plus royale, comme celle de sa sœur Sophie, qui épouse le prétendant au trône d'Autriche et mère du futur Franz Joseph. Ce mariage, pourtant riche de 10 enfants, sera un véritable désastre. Si Ludwika élève sa progéniture dans la discipline et l'éducation rigide, Maximilian, surnommé par tous Max, fait preuve d'une totale insouciance pour lui-même, les autres et sa famille. Aux fréquentations rares de la cour de Bavière, il préfère la compagnie des petites gens, des paysans, des artistes. Chasseur, amoureux de la nature, de la bonne chair, musicien, écrivain, voyageur, il ira jusqu'en Égypte, jouer de la cithare au sommet de la pyramide de Khéops. Il publie des poèmes, des nouvelles, sous le pseudonyme de Phantasus. Joueur, fantasque, il fait construire un café dansant et un cirque dans son palais de Munich, où il se produit dans des acrobaties équestres. Toute la bourgeoisie munichoise assiste aux représentations. Grand séducteur, Max parle sans tabou de ses maîtresses, à qui il fait quelques enfants et, non conformiste, il invite ses enfants à sa table sans trop se soucier du ressenti de son épouse, dont il dira « Elle a daigné s'intéresser à moi à partir de nos noces d'or ». Des 10 enfants, Élisabeth devient au fil des jours la préférée de son père. Entre eux, une complicité qui ne se démentira jamais se tisse chaque jour un peu plus. À l'occasion de longues promenades en forêt, à cheval de préférence, le père et la fille se retrouvent. Grands cavaliers, ils maîtrisent leur monture à l'égal des gens du cirque. Si l'hiver, toute la famille loge au palais ducal de Munich, aujourd'hui détruit, dès que les beaux jours arrivent, tout ce petit monde, avec les domestiques, gagne les rives du lac de Starnberg, dans la propriété familiale de Possenhofen, vieux château un peu délabré, devenu depuis une demeure résidentielle. Le parc, face aux Alpes, est propice à l'insouciance, aux jeux, à la rêverie, aux baignades, et les journées sont rythmées par le passage des bateaux à vapeur qui desservent les villages environnants. La duchesse Ludwika se plaint auprès de ses proches des attitudes de son époux, jamais présent, toujours infidèle, mais fait bonne figure auprès de ses enfants. Elle a pour eux, et en particulier pour ses filles, de grandes ambitions, c'est-à-dire, en ces milieux-là et à cette époque, des plans précis afin de les bien marier. Pour les garçons, la voie est toute trouvée au sein de l'armée royale et, bien entendu, en suivant les plus grandes écoles pour atteindre bien vite les plus hauts grades de l'institution militaire. Mais le destin en décidera tout autrement pour chacun de ses enfants. Même si certaines carrières débutent comme les plans le prévoyaient, elles se brisent pour certains,
et prennent des chemins insoupçonnés pour d'autres. Pour une alliance prestigieuse, la plus belle opportunité qui s'offre à cette famille, c'est l'avènement sur le trône d'Autriche de Franz Joseph, le neveu de Ludwika. Ce jeune empereur accède à la tête d'une des plus puissantes nations le 2 décembre 1848, succédant de son vivant à son oncle dont la santé chancelante le rend inapte à régner. Après que son propre père eut renoncé à son tour à ses droits sur l'Empire, il accède à la tête de son pays, mais un pays divisé où règnent les insurrections et les querelles ethniques. Il n'entrera dans Vienne que le 5 mai 1849, après que les troupes insurrectionnelles de la capitale soient définitivement matées. Sa mère, qui a une grande influence sur le jeune empereur, lui cherche une épouse. Une épouse qui serait suffisamment docile pour être sous son emprise et lui obéir sans discussions aucune, tout en assurant la continuité de la dynastie. Toutes les prétendantes proposées par la reine-mère Sophie n'intéressent pas Franz Joseph. Pourtant, de beaux partis, Sidonie de Saxe, Anne de Prusse et d'autres encore. Alors, un peu dépitée et lasse de gérer le choix des prostituées offertes à son fils, que l'on nommait princesses hygiéniques, elle se tourne vers sa sœur Ludwika. Une alliance avec la maison de Bavière serait la bienvenue et elle pense tout naturellement à sa nièce, la fille aînée Wittelbach, Hélène. Cette dernière répond parfaitement aux critères de la reine-mère et ferait une parfaite épouse. L'on se fait rencontrer les jeunes gens dans une petite ville thermale, à Bad Ischl, dans le Salzkammergut, tout près du lac de St. Wolfgang, bien connu de la famille Habsbourg. En effet, c'est en ces lieux, après son mariage, que la mère de Franz vint y faire des séjours de cure thermale, dont les eaux salines étaient réputées pour lutter contre la stérilité. Après 5 grossesses infructueuses, Sophie mettra au monde ses premiers enfants suite à des séjours thérapeutiques dans cette petite ville de Bade. On organise donc cette rencontre à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur, le 18 août 1853, pour ses 23 ans. Mais rien ne se passera comme prévu. L'archiduchesse Ludwika et son mari emmènent avec eux, aux côtés d'Hélène, sa jeune sœur Élisabeth, pour lui changer les idées. Celle-ci, âgée de 15 ans, venait de connaître son premier chagrin amoureux. Elle aimait en secret tendrement Richard, un écuyer du cirque de son père à Munich. Amour de jeunesse. Ludwika s'en aperçut et éloigna d'elle le jeune homme qui, hélas, mourut quelque temps après d'une tuberculose à 17 printemps. Élisabeth écrit « Oh, vous, sombres yeux, je vous ai tant contemplé, que votre image à présent ne veut plus sortir de mon cœur. Fini, jeune et frais amour, resplendissant comme le mois de mai, voici venu l'automne, et tout est fini. Et le voici loin de moi, je ne le vois jamais. Oh, je voudrais le rejoindre si je savais où et comment. Mais le sort en est jeté. Richard, hélas, n'est plus. Le glas sonne. Seigneur, ayez pitié de moi. La blonde enfant est à sa fenêtre. Les fantômes, même, sont émus de sa douleur. » Lorsque la famille Wittelbach arrive à Bad Ischl le 16 août, Hélène est bien entendu dans une excitation bien compréhensible. L'atmosphère est tendue pour tous. Pourtant, bien des jeunes filles souhaiteraient être à sa place. Sa sœur Élisabeth, quant à elle, n'a pour centre d'intérêt que la beauté des paysages de cette charmante bourgade et les nombreux animaux qui peuplent les forêts environnantes. Le mariage de sa sœur n'est pas son affaire. Mais, quand au milieu de l'après-midi l'empereur d'Autriche apparaît, le destin de toute une famille va changer. Franz Joseph salue avec courtoisie, mais sans plus, une Hélène
aux traits tirés et migraineuses en ces instants, état dû à plusieurs heures de route le matin même. Puis ses yeux se plongent dans ceux d'Élisabeth. Le regard insistant de Franz en devient gênant pour la jeune fille. « Déplacé », dira la mère de l'empereur. À cet instant, le monarque le plus puissant d'Europe tombe éperdument amoureux de la jeune Élisabeth. Ce sera elle ou personne d'autre. Aucune discussion ne sera possible avec quiconque, pas même avec sa mère. Pour la première fois, il s'affranchira de celle qui a toujours pensé à sa place, tout arrangé, tout manigancé. Et lorsque celle-ci lui signifiera qu'il lui doit le respect, il rétorquera « Madame, n'oubliez jamais que vous vous adressez à l'empereur d'Autriche. » Les dés sont jetés. Hélène est abasourdie, et avec elle, toute la famille. Dès le lendemain, 17 août, Franz Joseph fait parvenir au duc Max et à son épouse sa demande en mariage. Max est ravi, Ludwika étonnée, Sophie sa mère dépitée et Hélène humiliée. Lorsque Ludwika fait part de la demande de l'empereur à Élisabeth, celle-ci, gênée, rétorque qu'il faut peut-être prendre un peu de temps de réflexion, ce à quoi sa mère répond « On ne refuse pas la main d'un empereur ». À la réponse positive d'Élisabeth, Franz, sans protocole aucun, en surprise, se rendit à l'hôtel où la famille résidait, à 2 pas du château de Bad Ischl, courut dans les bras de sa future épouse, et il s'ensuivit un long baiser dont Élisabeth dira qu'il fut un peu dégoûtant. Les Wittelbach regagnèrent leur résidence de Bavière, et durant 1 année, Ludwika enseigna les us et coutumes ainsi que l'histoire de son futur pays dont elle serait l'impératrice, l'Autriche. Elle fut aidée dans cette tâche par Hélène qui, la déception passée, n'en voulut jamais à Sissi. Comme à l'accoutumée dans ces pays, toutes les personnes possédaient au sein des familles un surnom. Celui de Sissi fut probablement attribué par ses frères qui avaient du mal tout petit à prononcer son véritable prénom. Si Hélène avait été préparée à devenir un jour princesse, reine ou impératrice, en revanche, Élisabeth ne l'avait jamais été. Il y avait donc beaucoup de travail. En attendant le jour de son mariage, Franz Joseph, très amoureux, dirige son pays d'une main de maître. Conservateur des anciennes traditions, il mène une lutte farouche contre toutes les idées révolutionnaires venues de l'Europe et en particulier de France. Il fait la guerre aux mouvements politiques libéraux, il réprime les insurrections, travaille sans relâche pour son empire et son aptitude au travail sort de l'ordinaire. Il dort peu, levé avant tous, il s'attelle à ses tâches de monarque comme peu d'hommes politiques peuvent le faire. C'est avant tout un soldat, spartiate, qui s'appuie sur des ministres de grand talent, mais son intelligence rare relègue ses ministres au rang de simples consultants. Pour les affaires politiques, il fut instruit, entre autres, par le prince de Metternich, celui-là même qui mena pour l'Autriche les débats du Congrès de Vienne, qui recomposa la carte de l'Europe suite à l'effondrement de l'Empire français. Plusieurs langues et dialectes sont parlés au sein de l'Empire, mais Franz Joseph imposera l'allemand comme seule langue officielle dans un souci d'unification des différentes ethnies. Dès le début de son règne, une ère de prospérité commence pour l'Autriche et les grands chantiers pour faire de Vienne une capitale moderne se mettent en route. Malgré sa tâche immense, il n'en oublie pas moins sa chère Sissi, avec laquelle il entretient une correspondance enflammée. En Bavière,
Celle-ci se prépare à son nouveau rôle, chaque jour un peu plus amoureuse, mais consciente qu'elle vit là ses derniers jours de liberté, cette liberté qu'elle recherchera tout au long de son existence. J'aime Franz, si seulement il n'était pas empereur. Le mariage est fixé le 24 avril 1854. Ce jour-là, les cloches des églises autrichiennes sonnent à toute volée pour honorer la nouvelle impératrice. Les Viennois sont venus en masse tout le long du cortège afin d'avoir une chance d'apercevoir leur nouvelle souveraine. Son carrosse d'or, tiré par 8 chevaux, orné sur les portes des peintures de Rubens et vitré, nouveauté pour l'époque, ce qui fait que l'on peut aisément apercevoir le beau visage resplendissant d'Élisabeth qui salue la foule en se rendant à la Hofburg, le lieu de résidence des empereurs autrichiens. Le lendemain, à 18h30, la messe de mariage est célébrée par l'archevêque de Vienne, le cardinal Rauscher, en l'église des Augustins. Après l'échange des anneaux, une première salve de canon est tirée. Élisabeth et Franz sont enfin unis devant Dieu et devant les hommes. De retour à la Hofburg, ils devront avoir la patience d'accueillir tous les dignitaires et personnages importants, les protocolaires et autres diplomates, ambassadeurs, venus présenter leurs hommages aux nouveaux époux. Assise sur son trône, digne mais épuisée, au bord des larmes, revêtue de sa couronne impériale, elle tend la main à tout un chacun pour le baiser de courtoisie. Le dîner, servi tard dans la soirée, réunit les deux familles. Au milieu de la nuit, Sissi se couche, entourée de sa dame d'honneur et de ses 4 femmes de chambre comme l'exige le protocole. Et quand Franz la rejoint, c'est une Sissi endormie qui le trouve dans le lit nuptial. Moment de répit, Franz la regarde dormir et n'a pas le cœur à la réveiller. Les ébats amoureux n'auront lieu que le lendemain et furent pour l'un et l'autre un vrai calvaire. Élisabeth redoutait ce moment depuis plus d'1 an. Franz, seulement habitué aux jeux érotiques des princesses hygiéniques, n'a pas le comportement de prévenance adapté, ce qui dégoûte profondément au plus haut point l'impératrice. Elle gardera en mémoire tout au long de son existence ce moment douloureux et prononcera un jour ces mots : « Je n'aime ni le vin ni l'amour. L'un m'insupporte, l'autre me fait mal. » Les jours qui suivent vont assombrir le cœur de la nouvelle impératrice et gâcher l'ambiance de cette idyllique union. Franz Joseph se remet aussitôt au travail et, comment pourrait-il en être autrement, avec la responsabilité de 52 millions de sujets. Le couple aménage dans le château de Laxenbourg, en périphérie sud de Vienne. Il quitte la résidence pour se rendre soit à la Hofburg, soit à Schönbrunn, aux aurores, vers 4 heures, et n'y revient que tard le soir, laissant sa jeune épouse en des lieux très austères, inconfortables. Les pièces à vivre donnent sur une cour intérieure où manque le soleil. C'est une résidence d'un autre temps, sans salle de bain, sans canalisation d'eau courante, éclairée avec de vieilles lampes à pétrole qui s'éteignent bien vite. Et puis, il y a tous ces domestiques à son service, épiant chacun de ses gestes pour les rapporter sur ordre à sa belle-mère, qui lui impose le protocole de la cour de Vienne, un protocole lui aussi d'un autre temps. Les deux femmes se heurtent ou s'évitent à chaque instant. La reine-mère Sophie, gardienne des traditions séculaires, s'offusque des faits et gestes de l'impératrice, quand celle-ci, par exemple, demande qu'on lui serve de la bière à table, ou lorsqu'elle sort seule dans les rues de la capitale pour y réaliser des achats et bavarder avec les commerçants. La vie
dans cette cour autrichienne est totalement factice. Tout est rigueur, convention. Le langage de chacun est codifié, alors que dehors, le peuple viennois, jovial, heureux de vivre, en permanente ébullition, danse sur les rythmes à trois temps de Johann Strauss, et que chaque soir, les salles de bal font le plein. L'impératrice s'isole chaque jour davantage. Elle se remémore, mélancolique, sa venue en ces lieux, à bord d'un navire qui descendit le Danube, acclamé par les petites gens aimées de son père, massées tout au long des rives pour lui dire au revoir et saluer leur duchesse voguant vers son destin. Elle se souvient de ces parterres de fleurs que les habitants des villages de Bavière réalisaient à l'occasion de ses futures noces. Amoureuse cependant de France, elle se rend à la Hofburg ou à Schönbrunn dans l'espoir d'y voir son époux, mais en vain bien souvent. Franz Joseph arrive parfois à se soustraire de ses obligations de trop courtes minutes pour venir l'embrasser et lui dire combien il l'aime. Mais elle ne peut se contenter de cela. Désir légitime lorsque l'on a 16 ans et que l'on aime son mari. Tout l'insupporte. Et surtout ces deux palais que sont la Hofburg et Schönbrunn. 1600 pièces pour l'un, 1200 pour l'autre, sans aucun chauffage, avec des murs ruisselants d'humidité, une odeur nauséabonde due aux nombreuses lampes à pétrole. Voilà le quotidien de Sissi. Durant toute son existence, et bien souvent sur les conseils de l'impératrice, l'empereur modernisera ces deux palais pour en faire des demeures parmi les plus belles et les plus confortables du monde, aux technologies innovantes pour l'époque. Mais, pour l'heure, tout reste à faire. Quelques mois après leur mariage, Élisabeth est prise de nausées. La nouvelle tombe, elle est enceinte. Sa grossesse se passe sans encombre, tout comme l'accouchement, malgré l'interdiction difficilement supportable pour l'impératrice de monter à cheval. Le 5 mars 1855, la petite archiduchesse Sophie vient au monde. Le prénom est choisi par la reine-mère et son fils. D'ailleurs, la reine-mère choisit tout pour cet enfant, qui est avant tout une déception, voire une catastrophe. En effet, seul un enfant mâle peut assurer la continuité de la famille Habsbourg et régner un jour à son tour. Cette naissance, cependant, redonne de la joie à Élisabeth. Mais ce bonheur ne durera qu'un mois, car sa belle-mère décide de s'occuper seule de cet enfant, prétextant que sa belle-fille est trop jeune pour l'élever, surtout avec des manières de paysanne. Hélas pour Sissi, Franz Joseph donne raison à sa mère. Celle-ci s'occupe donc de la petite Sophie dans ses appartements privés, et l'impératrice doit demander la permission de voir sa fille, permission bien souvent refusée par de fallacieux prétextes. Oh, puissais-je n'avoir jamais quitté le sentier qui m'eût conduite à la liberté. Oh, sur la grande route des vanités, puissais-je ne jamais m'être égaré. Je me suis réveillée en prison, la main prise dans les fers, et plus que jamais nostalgique. Toi, ma liberté, tu m'as été ravie. Je me suis réveillée d'une ivresse qui tenait mon esprit captif. En vain, je maudis cet échange, et le jour, liberté, où je t'ai perdu. La tristesse, la dépression, les idées noires gagnent à nouveau le cœur de l'impératrice. Elle se dépense sans compter pour visiter les hôpitaux, les orphelinats, fréquenter toutes les sociétés de bonnes œuvres pour apporter son soutien aux plus démunis, et la tâche est rude. En effet, Vienne ne compte que 500 médecins et moins de 50 chirurgiens pour une population de 500 000 habitants. La mortalité infantile est à son apogée.
dans les familles, on atteint facilement 12 à 14 enfants pour avoir la chance que 5 ou 6 atteignent l'âge adulte. À l'occasion d'une inspection des troupes autrichiennes en Galicie, Franz Josef, qui s'inquiète du désarroi et de la tristesse de son épouse, lui propose de retourner quelque temps en Bavière au sein de sa famille. La Bavière, toute la vie de Sissi, son cœur y est resté. C'est donc avec un enthousiasme certain qu'elle retrouve Possenhofen. Elle avait quitté les lieux, jeune adolescente insouciante. Elle y revient accompagnée de sa cour en impératrice. Dès les premières heures passées, adieu le protocole. Elle arpente à nouveau les collines environnantes, se baigne dans le lac, et les dames de compagnie, les lingères, les palefrenières sont débauchées par son père qui les fait jouer au billard et boire de la bière jusqu'à tard dans la soirée. Élisabeth redevient Sissi, parle des heures avec ses sœurs, sa mère, se plaint de cette belle-mère qui lui a volé son enfant et regrette les absences trop longues de son cher Franz. Au bout de quelques jours, celui-ci, de retour, s'arrête à Possenhofen. Les heures qui s'ensuivent font se retrouver le couple impérial qui prend le temps de mieux se connaître. Puis, c'est le retour à Vienne, vers cette prison dorée décrite par Sissi, vers ce protocole insupportable et les remontrances de l'archiduchesse Sophie qui a commis la lourde erreur de séparer Élisabeth de sa fille, à tel point que cette dernière ne paraît pas même la reconnaître. Et puis, à nouveau la joie revient lorsque l'on apprend la seconde grossesse de l'impératrice. Elle met au monde à 7 heures du matin, le 15 juillet 1856, un second enfant, une fille, que l'on prénomme Gisèle. Mais une fille. Franz Josef dissimule mal sa déception. Il faudra encore attendre pour un héritier. Pour la première fois, Sissi va s'opposer à sa belle-mère, lorsque celle-ci décide à nouveau de lui retirer cet enfant. Dans ce combat qui l'oppose à celle qui est aussi sa tante, elle en sortira victorieuse et pour la première fois, Franz lui donnera raison. Sissi a gagné. C'est dans cet état de joie que le couple part pour 15 jours dans les montagnes autrichiennes pour une nouvelle lune de miel, un nouveau départ pour eux deux. Ce sera probablement l'un des plus beaux séjours du couple. Ils graviront les sommets aux côtés d'alpinistes chevronnés, découvriront le charme des petites bourgades de Carinthie et de Styrie, se mêleront aux fêtes populaires champêtres organisées en leur honneur, car le couple ne passe pas inaperçu. Le charme de l'impératrice opère tout autant que s'affirme son rôle d'impératrice. Dans l'ensemble de leur existence, Élisabeth et Franz auront peu d'occasions de faire ensemble de telles escapades amoureuses en toute insouciance. Bien vite, les affaires de l'Empire se rappellent au souverain. La prochaine grande échéance est un voyage redouté par tous en Italie, occupé alors dans sa partie nord par l'Autriche. Les souverains vont y trouver un accueil plus que glacial. Les Italiens, hostiles à cette occupation, boudent les réceptions et cortèges. Ici et là se font entendre des sifflets. La presse se moque. Mais l'impératrice sait mieux que quiconque qu'un peuple occupé sur ses terres ne peut vivre libre, cette liberté qui respire dans ses veines. Alors, durant ce séjour éprouvant de près de 4 mois en terres hostiles à la couronne, Sissi va intercéder auprès de son époux pour améliorer la condition des peuples qu'il visite. Quand elle apprend, en Slovénie, où le couple fait une halte, que l'on utilise des négrillonnes achetées dans un marché d'esclaves,
Elle s'en offusque. Alors elle les fait convoquer pour leur offrir des sucreries et passer son après-midi à jouer avec elle. Franz sourit et Franz consent. Quand, à Venise, elle ose des remarques sur l'incarcération de prisonniers politiques qui n'ont commis comme crime que celui d'avoir une opinion différente, Franz écoute et les fait libérer. Quand elle s'offusque de trop de taxes payées par telle région ou ville comme Brescia, Franz Joseph acquiesce et les allège. Son discours est un discours de justice, de paix, de tolérance, toutes ces valeurs qu'elle a apprises dans ces montagnes de Bavière, mais qui font cruellement défaut à la cour d'Autriche. Alors, ce voyage, qui avait démarré dans une atmosphère pesante, tendue, où l'on craignait d'éventuels attentats, va se terminer en apothéose. Les foules viennent en masse sur le cortège impérial. Les ovations retentissent de toutes parts. Des galas sont organisés en hâte pour eux. L'impératrice d'Autriche a su, elle, toute seule, retourner l'opinion. Les opposants au régime sont décontenancés. Elle devient une fée qui redonne espoir aux peuples opprimés, et elle le restera jusqu'à son dernier souffle. Elle devient l'ambassadrice des minorités, des opposants, des révolutionnaires de tout poil. L'ambiance est telle qu'à Venise, le couple décide d'y passer les fêtes de Noël. On fait couper un sapin géant dans les Dolomites, et Sissi peut visiter palais et églises entourés du sourire de celles et ceux qui hier encore la haïssaient. Ils assistent tous deux à la messe de minuit en l'église Santa Maria della Salute vers le Grand Canal. Et même à Milan, où l'hostilité envers le régime autrichien est des plus farouches, elle fera plier l'intransigeance de son mari qui immédiatement fait restituer des biens confisqués, des terres spoliées, amnistie des condamnés à de lourdes peines, allège des mesures fiscales. Les décrets impériaux sont pris sur le champ. Chaque jour, le peuple achète le journal pour découvrir les décisions prises officiellement par l'empereur la veille. Le gouverneur général pour l'Italie, le vieux maréchal Radetzky, enfermé dans son costume rigide autant que le sont ses manières de gouvernance d'un autre temps, est relevé de ses fonctions et devient rentier. Il est remplacé par le frère de Franz Joseph, Ferdinand, âgé seulement de 25 ans. Il faut un souffle nouveau, vocifère Élisabeth. Alors se produit le même phénomène qu'à Venise. Le peuple de Milan les ovationne. Sissi rayonne. Elle devient la magicienne qui sait dicter avec justesse la marche à suivre pour se faire aimer des peuples dont son mari est en charge. Le prince Alexandre de Hesse, qui accompagne le couple à l'occasion de ce voyage, s'exclame sur le chemin du retour: « Elle est merveilleuse, elle est unique. » Élisabeth gagne ses galons d'impératrice. Grâce à elle, on aime davantage l'Autriche du côté de Venise ou de Milan. De retour à Vienne, le climat se fait à nouveau pesant. Force est de constater que Franz Joseph redevient indisponible, distant, alors que, loin de Schönbrunn, il est prévenant, attentionné pour Sissi. Cette dernière, en revanche, ne change en aucun cas sa façon de vivre. Pourquoi, si elle peut aller vers le peuple de Venise sans aucune retenue, ne pourrait-elle pas faire de même dans les allées du Prater? Cette jeune impératrice veut être dans la vraie vie, et non pas une vitrine, une représentation, une image. En avril 1857, le baron Barre, ministre de l'Intérieur, suggère à l'empereur un voyage qui s'annonce encore plus délicat que celui qu'il vient de faire en Italie.
Direction la Hongrie, cette Hongrie rebelle, identitaire, souverainiste, mais qui fait partie intégrante de l'Empire et que bien des séparatistes verraient indépendante, détachée naturellement du joug autrichien. Afin de réconcilier toutes les différentes tendances nationalistes et donner un coup de pouce à l'unité nationale, il propose que Sissi soit du voyage, elle qui a su plaire au peuple italien. Le ministre s'exclame même « Elle est LA solution au problème ». À l'idée de découvrir la terre de Hongrie, Sissi est ravie. Sa belle-mère un peu moins, car l'assurance prise par sa belle-fille lors du voyage en Italie, mais surtout les retombées positives de ce déplacement, dues à la diplomatie de la jeune impératrice, lui font de l'ombre. Sissi a appris la langue magyare par son précepteur de Bavière. Elle la perfectionne donc à l'approche de ce voyage. Elle a toujours aimé ce pays. Sa dame de compagnie est issue d'une des plus grandes familles de la noblesse hongroise, la comtesse Esterházy, liée aussi à la dynastie des princes du Liechtenstein, qui deviendront en 1866 les souverains d'un État indépendant. La seule ombre noire au tableau est la santé chancelante de la petite Sophie. La mère de Franz Josef, inquiète, insiste pour que le docteur Zeborger, médecin de famille, accompagne le couple impérial. Tout ce petit monde embarque donc le 3 mai sur un vapeur qui descend le Danube. Sur la terre hongroise, le charme d'Élisabeth opère à nouveau, et le peuple magyare découvre une impératrice revêtue d'un costume local qui parle leur langue et qui s'intéresse à leur histoire. Elle crie bien haut et fort qu'elle est des leurs et que leur soif de liberté est égale à la sienne. Révolution! Si l'aristocratie, restée fidèle aux anciennes traditions, boude quelques réceptions officielles, le peuple magyare, lui, fait un triomphe à Sissi. Ils la considèrent à leur tour comme l'une des leurs. Durant les jours qui suivent, Élisabeth est tiraillée par la volonté farouche de réconcilier les différentes factions de la population, en fait, réussir là où tous les diplomates ont échoué, et la santé précaire de sa fille aînée, restée avec sa petite sœur à la résidence d'Offen. En Hongrie, l'impératrice se sent chez elle, et cette terre lui rappelle celle de sa mère patrie, la Bavière. Mais le premier grand malheur dans la vie de Sissi survient le 28 mai de cette année 1857. Vomissements, dysenteries répétitives affaiblissent chaque jour un peu plus la petite Sophie. Le docteur Zeborger, pris de panique et surtout profondément incapable de gérer la situation, appelle les parents au chevet de l'enfant. Sissi va rester 11 heures aux côtés de sa petite fille, l'aidant à lutter contre la mort, mais ses yeux se ferment à jamais à 9h30 du soir. Elle avait 2 ans et un peu plus de 2 mois. Quelles sont les raisons de ce décès? Élisabeth, prise entre le chagrin et la colère contre ce médecin jugé incapable, cherche en vain des réponses. Peut-être que la rougeole de la petite sœur Gisèle qui en fut guérie fut transmise à Sophie de constitution moins robuste. Ce drame, le premier d'une longue série dans la vie de l'impératrice, bouleverse toute la Hongrie, qui témoigne au couple impérial une immense sympathie, le rendant encore plus populaire. Franz Josef, noyé de chagrin, télégraphie ces mots à sa mère: «
Notre petite est un ange au ciel, et nous sommes anéantis. Voici venu l'automne, et tout est fini. Seigneur, ayez pitié de moi. Le couple impérial regagne Vienne, et dès lors Élisabeth s'enferme dans un mutisme total, délaisse Gisèle, n'a plus aucune attention envers Franz. Derrière les murs du château de Laxenbourg, elle n'est plus qu'une ombre, un souffle. Sa pâleur et sa minceur inquiètent ses proches et tous les dignitaires du régime. Pour le restant de son existence, alors qu'elle n'a que 20 ans, elle restera meurtrie par ce premier drame. Durant l'été, Franz Joseph retourne en Hongrie, mais seul. Il peut alors constater que le portrait de son épouse est présent partout dans les villes et villages traversés. Il retourne dans ce pays magyar relativement bien accueilli, d'autant plus qu'à Vienne, il a signé des mesures de clémence envers des exilés politiques, dont le plus charismatique d'entre eux, le comte Gyula Andrassy, à qui on restitue l'ensemble de ses biens confisqués. Il devient pour l'empereur un allié, surtout envers la Russie, ennemi de la Hongrie en ces temps. Le peuple hongrois reste cependant encore méfiant envers le pouvoir de Vienne, car il n'a toujours pas retrouvé tous les droits dont il disposait d'avant la Révolution de 1848. De retour dans la capitale, le couple quitte le palais Laxenbourg, devenu trop exigu, pour s'installer dans de nouvelles dépendances à la Hofburg. La vie continue et la joie revient à nouveau avec l'annonce d'une 3e grossesse. Tout le monde prie alors pour que cette fois un héritier mâle voie le jour. Les conditions de vie ont été nettement améliorées afin que le couple puisse se retrouver plus facilement. Leurs appartements sont positionnés à la suite l'un de l'autre. Les salons, somptueux, tapissés de soieries et ensoleillés, abritent un riche mobilier et des lustres en cristal. Fini les lampes à pétrole et leurs senteurs nauséabondes. Le rouge et le blanc, les couleurs de l'Autriche, s'harmonisent avec les dorures. Toutes ces nouveautés surviennent en même temps que la modernisation de la ville qui change totalement d'aspect selon la volonté de l'empereur pour devenir la capitale la plus belle au monde. Une fois les anciens remparts de la ville démolis et les ancestraux fossés comblés, les nouveaux bâtiments vont sortir de terre à une vitesse hallucinante. Hôtels de ville, palais, théâtres, ministères, parlements, boulevards, avenues, élégants ponts, places immenses, places d'armes voient le jour. L'éclairage est des plus modernes, tout comme les transports publics. L'hygiène, qui faisait cruellement défaut, est considérablement améliorée. Le chantier du fameux Ring, boulevard circulaire reliant tous les ministères entre eux, démarre. Cette avenue est toujours aujourd'hui unique au monde dans sa conception, un modèle d'architecture. 2 aqueducs, dont l'un atteint 200 km, apportent aux Viennois l'eau pure des montagnes alpines. Le chemin de fer, avec ses différentes compagnies, devient un réseau modèle pour toute l'Europe. Un matin, très tôt, le 21 août 1858, Sissi est prise de fortes douleurs. Elle va souffrir toute la journée. Il s'agit de son premier accouchement douloureux. Elle sera délivrée à 22h15. Franz Joseph, aux côtés de la comtesse Esterhazy, pleure, agenouillée auprès du lit. Sissi pense alors qu'elle met encore au monde une fille, mais il n'en est rien. Son cher Franz pleure de joie, car un garçon vient de naître. La couronne a un héritier,
Dieu soit loué, il se prénomme Rudolf. 21 coups de canon saluent l'arrivée au monde du futur empereur d'Autriche. Le peuple est heureux, la cour exulte, Sissi remonte dans l'estime de sa belle-mère, et cette naissance fait un peu oublier la disparition de la petite Sophie. Mais le fossé qui la sépare de cette belle-mère se creuse davantage quand cette dernière fait mainmise sur le nouveau-né. On ne confie pas l'héritier de la couronne à une sauvageonne qui fume en public. Même la reine Victoria à la cour d'Angleterre s'en offusque. Une impératrice qui passe des heures sur sa monture pour chevaucher les environs de Vienne et qui a la fâcheuse idée de vouloir allaiter son fils. Il y a des paysannes nourricières pour cela. On fait appel d'ailleurs à une généreuse fille de Moravie prénommée Marienka. Franz Joseph, lui, est préoccupé par la situation italienne qui se dégrade à grande vitesse. Les territoires autrichiens au nord de la péninsule sont menacés et l'alliance de l'empereur Napoléon III avec l'italien Cavour ne préfigure rien de bon. De plus, son frère gouverneur de ces provinces est totalement incapable de gérer la situation. La guerre couve, les hommes se préparent et c'est en chef des armées que Franz prend le commandement de ses troupes et se prépare à la guerre. Il s'est toujours senti une âme de soldat. Sissi, nouvellement mère, ne put assister quelques semaines plus tôt chez elle, à Possenhofen, au mariage de sa sœur aînée Hélène, avec l'une des plus riches fortunes de Bavière, le prince Maximilian von Thurn und Taxis. Aussi, quand sa sœur cadette Maria-Sophie lui fait part de sa venue à Vienne, c'est avec une folle joie qu'elle l'accueille. Celle-ci se marie par procuration à Munich au futur roi des deux Siciles, le duc Francesco de Calabre. Les deux sœurs passent leur journée à se remémorer leurs souvenirs, et la sœur aînée devient un guide irremplaçable pour la cadette dans les rues de Vienne, alors en plein chantier. Elles sont toutes les deux de caractère identique. Elles sont toutes les deux des rebelles, toutes les deux éprises de liberté. En cela, elles approuvent et le font savoir aux grandes dames de la cour le mariage morganatique de leur frère Ludwig, qui épouse une belle comédienne, mademoiselle Henriette Mendel. Les nouvelles italiennes sont mauvaises. L'empereur d'Autriche pose un ultimatum à l'Italie, malgré l'avis défavorable émis par le vieux Metternich, chez qui Franz Joseph prend conseil quasi chaque jour. Inacceptable pour les partis adverses. Le 3 mai 1859, Napoléon III déclare la guerre à l'Autriche. Deux empereurs vont s'affronter, tous deux neveux de Napoléon Ier, pour des territoires qui, historiquement, n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre. Sissi ne pourra que déplorer son départ. Elle l'accompagne par le train aux portes du conflit, tentant de le dissuader, comme le font ses ministres, d'aller au front. Elle ne pourra que retenir ses larmes. Ils se quittent dans une petite gare sur la ligne du Semmering. Ils s'écriront quotidiennement des mots d'amour bouleversants que Franz lit à 4 heures du matin à son réveil et qui lui donnent du baume au cœur. Pour la première fois, la guerre les sépare. Une guerre qui va être pour l'Autriche un véritable désastre, mais qui servira la cause de l'unité italienne. Durant l'absence de son mari, Élisabeth fait de grandes randonnées à cheval avec son écuyer, M. Holmes, fait énormément de sport,
tente de voir son fils dans les griffes de la reine-mère, dont les critiques toujours plus insupportables lui font mal. Une belle-mère qui profite pleinement de l'absence de son fils pour régner à la Hofburg. Franz Joseph se trouve à la tête d'une armée qui, si elle est la mieux habillée du monde, la plus chic, est totalement désorganisée et en nombre de soldats insuffisant. Les positions se perdent, les pertes humaines sont considérables, puis s'enchaîne la grande défaite de Magenta, 4000 morts côté français, 10 000 côté autrichien, puis Solferino, 17 000 morts côté franco-piémontais et 22 000 morts côté autrichien. Pour couronner le tout, le symbole vivant de la toute-puissante Autriche, le vieux lion Metternich, vient de s'éteindre. Les deux empereurs se retrouvent durant 1 heure pour des préliminaires de paix dans une belle demeure à Villafranca à 9 heures du matin autour du petit déjeuner. Une entrevue agréable ni pour l'un ni pour l'autre, car, mis à part l'Italie, au regard des pertes humaines, il n'y a pas vraiment de vainqueur. Mais Napoléon III aura ces mots envers l'empereur d'Autriche. Ce ne fut pas difficile pour moi, car j'avais affaire à un chevalier. Après 6 semaines d'absence, Franz Joseph vaincu rentre en son pays, une nation affaiblie, meurtrie, avec un sentiment de déshonneur, et la population le lui fait bien sentir. Mais il n'est pas homme à se laisser abattre, et les retrouvailles avec Sissi vont lui apporter les forces nécessaires pour rebondir. Dans les semaines qui suivent son retour, l'empereur s'enferme dans un mutisme qui surprend tout un chacun. Les Viennois eux-mêmes, habitués à la jovialité de leur chef d'État, s'étonnent. Franz Joseph analyse et cherche à comprendre comment une telle défaite fut possible et surtout, comment a-t-il pu se tromper dans ses décisions politiques autant que militaires. Il doit se rendre à l'évidence, l'Autriche prend du retard par rapport aux pays qui l'entourent et dans tous les domaines. Ses conseillers, diplomates et stratèges militaires sont d'un autre temps et travaillent avec des méthodes archaïques. Alors, sans froisser personne, il déplace tous ces gens vers des fonctions honorifiques ou les congédie pour les plus incompétents. Il fait appel à des hommes nouveaux. Il apprend le monde qui bouge autour de lui, de la bouche même de Sissi, qui lui donne un regard nouveau et lui prodigue les conseils nécessaires pour que son trône puisse durer le plus longtemps possible pour le bien-être de ses sujets. Elle voit bien que les anciennes principautés, petites royautés d'une autre époque, tombent les unes après les autres parce qu'un souffle nouveau s'abat sur l'ensemble de l'Europe et que seules demeureront les monarchies qui sauront s'adapter. On ne soupçonne pas son intelligence et sa lucide vision sur les années à venir. Par ses conseils, l'impératrice aide son pays d'adoption à entrer dans une ère nouvelle, à préparer le XXe siècle. Elle est heureuse des récentes dispositions prises pour la Hongrie, ce pays cher à son cœur qui, s'il fait partie intégrante de l'Empire, possède désormais son propre parlement par la décision de l'empereur. Toute l'intelligence de Franz Joseph sera de suivre les conseils avisés de son épouse. Un souhait de Sissi ne sera cependant pas exaucé, celui de voler au secours de sa jeune sœur Maria-Sophie, nouvelle reine d'un royaume des 2 Siciles qui s'effondre par le désir des patriotes italiens de voir leur pays
unifiée. Un certain Garibaldi au sud les y aide. Franz a trop perdu d'hommes en Italie et beaucoup d'argent pour qu'il s'y risque à nouveau. Avec beaucoup de tendresse, il lui explique tout cela, elle le comprend fort bien. L'Italie se fera elle-même, lui répétera-t-il, selon les paroles mêmes de Cavour. Mais, pour le reste, il fait entièrement confiance à sa chère Sissi. Dans le même temps, sa mère, Sophie, lâche prise aux affaires de l'État. Le renvoi des ministres qui étaient un peu les siens et qu'elle pouvait facilement influencer, la mort de Metternich, l'urbanisation à outrance de Vienne la mine. Mais elle a encore cependant l'emprise sur le petit Rodolphe. Sissi, qui a bien compris que son Franz ne pourrait jamais lui appartenir pleinement, c'est-à-dire qu'il ne pourrait jamais lui accorder le temps qu'un mari ordinaire, dirons-nous, chaque jour accorde à son épouse, s'organise une vie bien à elle, hors des convenances, des us et des coutumes traditionnelles de la cour d'Autriche. Elle s'enferme dans un monde de musique et de poésie. Ah, la poésie chère à son cœur et à celui de son père. Elle en écrit beaucoup, elle en lit énormément. Et les critiques qui pleuvent à son encontre sans cesse, eh bien, elle s'en moque. Elle organise des bals, mais sans la présence des parents, inconcevable et inconvenant pour l'époque. Elle fait équiper les salons avec des instruments de gymnastique et, de plus en plus consciente que sa beauté s'affirme chaque jour davantage, elle consacre des heures au culte de son corps. Cela devient une obsession. Elle monte sur la balance jusqu'à 4 fois journée et s'impose un poids maximum de 50 kilos pour une hauteur d'1,72 m. Elle ne mange que des œufs, du laitage et des fruits, avec pour défi cette taille légendaire de 50 cm, un record. Des corsets qui l'empêchent de respirer correctement sont fabriqués sur le corps même de l'impératrice. Sa beauté, c'est aussi sa revanche à la cour d'Autriche, car, comme le dit le baron Kempen, chef de la police nouvellement licencié par l'empereur, beaucoup de personnes viennent à la cour, sans elle, ces gens n'y seraient jamais venus. Levée très tôt le matin, elle se plonge dans une baignoire d'eau froide, puis exécute une série d'exercices, fait préparer sa monture et chevauche de bonne heure vers Schönbrunn. Elle est sans cesse en effervescence, avec des parenthèses de désespoir. Elle passe des rires aux larmes en quelques minutes, face à un mari qui, lui, est d'une grande stabilité, avançant dans l'existence avec la minutie d'un horloger. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre, mais l'un est indispensable à l'autre, et vice-versa. Durant cet été 1860, Sissi rejoint pour quelques jours Possenhofen, en compagnie de ses frères, qui étaient venus lui rendre visite, et de Gisèle. Tous les 4 font le voyage par la nouvelle ligne de chemin de fer Vienne-Salzbourg, dont la compagnie est au nom de l'impératrice. Sa famille ne la reconnaîtra pas. Elle n'est plus la petite Sissi, mais l'impératrice qui ramène avec elle dans la maison des souvenirs les problèmes de la cour d'Autriche. Ces réactions capricieuses agacent quelque peu sa mère, mais font encore sourire le bon duc Max, son père. Elle retourne à Vienne en compagnie de son mari, venu en Bavière pour y saluer le roi. Ce rythme de vie l'épuise. Elle tousse beaucoup, car elle fume énormément, si bien qu'elle n'a pas la force nécessaire pour un voyage prévu à Varsovie. L'empereur doit y rencontrer le tsar de toutes les Russies. Elle est parfois souffrante, fait de petits malaises, et surtout, son caractère est abominable, irascible car toujours insatisfaite,
voulant sans cesse atteindre la perfection dans tout ce qu'elle entreprend. Franz s'en inquiète, mais jamais il ne la blâme ou lui fait la moindre remontrance. Il l'aime trop pour cela. Il aime sa beauté, bien sûr, mais aussi sa jeunesse, sa lucidité, ses intuitions, ses jugements. Il aimerait aussi parfois qu'elle soit un peu plus adulte. Il a aussi bien conscience que le médecin, à la solde de sa mère, est profondément incapable. On parvient cependant, après des semaines de palabres avec la reine-mère, à limoger le fameux docteur de famille Zeeburger, que Sissi nomme le docteur des chèvres. Un spécialiste des affections pulmonaires, le docteur Skoda, le remplace. Cette nomination va être lourde de conséquences et surtout, le diagnostic du docteur va produire un tremblement de terre. Le verdict est sans appel. Il faut à l'impératrice du soleil, du bon air et au plus vite. Cette idée de partir enchante Sissi, qui retrouve spontanément une joie de vivre perdue. Sa belle-mère acquiesce, peut-être pourra-t-elle briller à nouveau en l'absence de l'impératrice, mais Franz, lui, est moins joyeux, surtout lorsque Sissi lui souffle à l'oreille quelle sera sa destination, l'île de Madère, à des milliers de kilomètres de Vienne, sous les cieux de l'Atlantique. La rumeur de son départ enfle dans la capitale autrichienne et les Viennois se demandent ce qui se passe à la cour d'Autriche. Mais ce départ transforme Sissi, qui en oublie ses enfants et son mari, affairée à ses préparatifs de voyage. Franz sait maintenant que son retour n'est pas pour demain et qu'il devra attendre non pas des semaines, mais des mois. Il l'accompagne avec le train impérial qui traverse la Bavière par le nord pour atteindre Nuremberg et Bamberg, où ont lieu les déchirants adieux du couple. Franz, attentionné, lui glisse entre les mains son cadeau de Noël. En pleurant, elle en fait de même, car au-delà de cette séparation, l'amour entre eux est toujours là. À cet instant, chacun ne peut pressentir combien leurs chemins respectifs seront des boulevards de solitude jusqu'à leur mort. L'impératrice et sa suite gagnent Anvers, où l'attend un magnifique bateau mis à la disposition par la reine Victoria. Le roi des Belges, Léopold Ier, l'accueille avec chaleur, au nom du lien de parenté qui les unit, puisqu'il est le père de sa belle-sœur Charlotte. La traversée est terrifiante tant la mer est mauvaise. La météo épouvantable, tout le monde est balade sur le bateau, mais Sissi, elle, se régale. Elle jouit de la tempête et en compagnie des éléments déchaînés, elle retrouve sa liberté perdue depuis bientôt 10 années. À nouveau, cette liberté coule dans ses veines.